Bon, à ce niveau-là, c'est plus des cernes, hein. C'est quoi? C'est des valises? C'est un porte-bagages? Carlos Alcaraz affrontera Casper Ruud ce dimanche pour la place de numéro 1 mondial et un premier titre en Grand Chelem, un match historique dans une saison transitionnelle. On a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, je vais faire un débrief des deux demi-finales bien entendu, mais d'abord un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un débat, Casper Ruud et son illégitimité. Déjà, j'ai passé les dernières journées à observer un petit peu ce qui se disait sur les forums, sur Twitter, et globalement je me rends compte qu'il y a un énorme manque de respect par rapport à Casper Ruud, et surtout presque il emmerde. Les gens ont pas envie de le voir là, les gens ont pas envie de le voir gagner l'US Open. On a une narration qui est autour de Carlos Alcaraz, d'ailleurs cette miniature vous avez vu, c'est autour de Carlos Alcaraz, donc je fais partie peut-être aussi du problème, mais ça c'est un autre débat, et c'est un joueur qui est pas du tout compris. Je pense que ça part d'un premier point, c'est que les gens n'ont pas regardé ces matchs depuis Roland Garros. On est resté sur cette impression de cette finale face à Rafael Nadal où il a rapidement baissé pavillon, il a dit ensuite je suis très heureux pour toi. Je pense que les gens n'ont pas apprécié cette attitude de sa part, de faire allégeance de cette façon, mais ce qui s'est passé en vérité, c'est que cette défaite lui a énormément servi. Il a beaucoup progressé à partir de ce match, notamment côté revers, ça on va en parler d'ici quelques instants. Donc c'est un joueur qui a progressé, et c'est un joueur qui bénéficie aussi, il faut le dire, d'un contexte très particulier en 2022. Le numéro 1 mondial, on a eu Daniil Medvedev qui fait une saison très très moyenne, on a Zverev qui est blessé depuis Roland Garros, on a Nadal qui a été coupé dans son élan par Frances Tiafoe et qui s'est blessé à Wimbledon, Novak, n'en parlons pas, interdit de Grand Chelem à l'Australian et à l'US Open pour des raisons. L'idée c'est que c'est une saison qui a été très particulière, qui a été hachée par les décisions politiques, et lui il arrive un peu en deuxième rideau, derrière les Tsitsipas, les Zverev, les Medvedev, les Novak, les Rafa, les Carlos Alcaraz, et il n'est pas compris du public, il est mésestimé. Alors vous savez que j'aime bien faire des vannes de temps en temps, on l'a traité de David Ferrer de Wish ici, parce que c'est mon péché mignon, j'aime taquiner, mais il faut aussi rétablir des vérités quand les faits sont là. Et Casper Ruud, actuellement, il est à sa place, ça y a aucun doute là-dessus. Alors peut-être qu'on peut lui reprocher un certain tennis d'épicier, une personnalité qui est pas extravagante et qui correspond pas au code actuel de la société, et aussi une gestion calendaire qui interroge. C'est un joueur qui fait beaucoup de 250, c'est pas l'image qu'on a typiquement d'un numéro 1 mondial qui pourrait briller plutôt sur des Masters 1000 ou des Grands Chelems. Alors après, s'il remporte l'US Open là, il sera tout à fait légitime. Donc je vous pose la question dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Casper Ruud est à sa place, et qu'est-ce que vous pensez également du traitement médiatique qui est lié à ce joueur? Avant le générique et mon analyse des deux demi-finales et mon pronostic pour la finale, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à cette chaîne, c'est super important pour l'algorithme, pour le développement de services volés, à claquer un pouce, un petit commentaire également. Allez, passez par les génériques. On a posé les bases, place désormais au débrief des deux demi-finales de la nuit dernière. On va commencer avec Casper Ruud face à Karen Khachanov, un très très bon match. Deuxième set phénoménal, 7 jeux blancs consécutifs sur son service, il a été monstrueux. Il y a un petit relâchement à la fin du troisième set, ça on va en parler d'ici quelques instants, mais d'abord la force majeure de Casper Ruud actuellement, c'est son retour 1-2 dans la droite lignée de Rafael Nadal. On relance très loin sur les deuxièmes balles adverses, on monte, et dès le deuxième coup de raquette, on essaye d'envoyer une merguez. Il est à 53% de points remportés derrière la deuxième balle adverse, et ici notamment dans cette séquence, une merguez bananée sur la ligne. Un autre point qui fait de Casper Ruud désormais un joueur très fort sur terre battue et sur dur, pas forcément encore sur gazon, il a été éliminé au deuxième tour cette saison par Hugo Humbert à Wimbledon, c'est son jeu de transition qui est de plus en plus phénoménal. Le jeu de transition c'est une arme qui est très importante sur terre battue, mais également sur dur. Là vous le voyez, un petit slice sur lequel il a progressé, il est capable de temporiser, il est capable de renvoyer des balles et de se repositionner ensuite sur la baseline, et on a un ratio qui est phénoménal en termes de prise de risque et de faute directe. Il est à 52 coups gagnants, 34 fautes directes dans cette rencontre, et surtout il a réussi à faire quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a attiré Karen Khachanov au filet, qui est pas du tout son univers, avec des petites amorties, avec des variations, en acceptant de défendre, en bloquant les premières balles adverses pour que Karen Khachanov s'engage, et ensuite il l'a passé avec sa magnifique couverture de terrain. Tous les progrès de Ruud seraient presque symbolisés dans cette palette, 55 coups sur la balle de 7 de la première manche dans le tie-break, et il va réussir à faire un coup gagnant. Alors ça va être touché un tout petit peu par Karen Khachanov sur un revers long de ligne. Il a réussi à moduler ce revers. Avant, on pouvait déplorer le fait que c'était un revers qui était beaucoup trop lifté et c'était un revers de sécurité, il avait du mal à faire des différences avec. Désormais, il arrive à planter des flèches, à faire des accélérations long ligne avec ce coup, ce qui fait que c'est devenu un joueur beaucoup plus complet. Ce tennis très structuré et complet s'exprime également dans le petit jeu désormais. Alors, c'est pas du niveau élite, mais c'est largement suffisant. Un petit slice amorti ici dans cette séquence qui va lui permettre d'attirer Khachanov, puis de le lober ensuite dans un deuxième temps. Il est également à 20 sur 23 à la volée.
Donc il monte d'une manière raisonnable, mais c'est toujours dans des conditions extrêmement vertueuses. Ruud, on l'a dit, hein, et vous l'avez compris désormais, totalement à sa place en finale de Grand Chelem sur dur. 10 aces dans cette partie, 83% derrière sa première. Il est capable de toucher toutes les zones extérieures en cassant un petit peu le poignet ou au T. On a des vitesses de première balle qui sont tout à fait raisonnables. On est aux alentours de 200 km à l'heure, donc ça lui permet d'enclencher ses 1-2, d'avoir de l'agressivité sur son coup droit. Et comme je l'ai dit il y a quelques jours, on a une mue qui rappelle à certains égards celle de Dominic Thiem à partir de 2019 sur dur. Assez patienté, enchaînons avec Carlitos versus Frances Tiafoe. Quel match encore, électrique, passionnant, des points très très spectaculaires. Le public qui a été debout une bonne partie de la rencontre, c'était génial à suivre. Alors un petit bémol, on va commencer par les points négatifs peut-être, un petit bémol dans le jeu de Carlos Alcaraz, on l'a déjà pointé, c'est sa propension à tenter un peu des hot shots sur les balles de break. Il a 9 sur 20 simplement entre guillemets de conversion. C'est toujours un peu le même problème en vérité avec Alcaraz, c'est qu'il s'en procure beaucoup. Par contre, il a cette tendance à se laisser un peu griser, à tenter des coups difficiles. Et sur les points importants, alors il aime prendre les commandes de la rencontre, mais peut-être essayer de s'inspirer de joueurs comme Novak Djokovic ou Rafael Nadal qui posent des questions à leurs adversaires, qui leur demandent ok, moi je vais bétonner, je vais pas faire de faute sur ce point important, ça va être à toi d'essayer de le remporter. Donc là il y a peut-être un axe de progression pour Carlitos, mais revenons à la spectacularité de cette rencontre, la couverture de terrain fantastique, lunaire de Carlitos. Ici un coup de squash monstrueux, on a Frances Tiafoe qui est simplement à 29 sur 55 à la volée. Il s'est totalement fait neutraliser sur l'un de ses points forts par la couverture de terrain de Carlos Alcaraz qui te pousse encore et encore à faire un coup supplémentaire, un deuxième, un troisième. Là encore une défense complètement folle, il va finir par remporter le point. C'est ça qui est fou avec Alcaraz, c'est pour ça qu'il est autant aimé, autant supporté par le public, qui adore les joueurs qui se dépouillent, qui font des points spectaculaires. C'est un générateur de matchs frissons, un peu à l'instar d'ailleurs d'un Stefanos Tsitsipas, et c'est pour ça que les Tsitsipas-Alcaraz, ce sont des matchs qui sont complètement épiques. Et Tiafoe qui finit sur une balance de 51 coups gagnants, 52 faux directs, qui a dû forcer juste parce que ce gars, il est hors de ce monde. On n'a presque jamais vu une couverture de terrain pareille, ça n'a aucun sens, vraiment ça n'a aucun sens. Je pense à Alex de Minaur, il y avait Michael Chang aussi qui avait une couverture de terrain prodigieuse. Mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui se déplace plus vite que Carlos Alcaraz actuellement? C'est complètement fou, vraiment ça rappelle du Novak, du Rafa, mais c'est dans un registre différent, il est plus petit et il cavale comme un malade quoi. Bien sûr, il y a encore des axes de progression et heureusement, il a que 19 ans, c'est pas un joueur qui est tout à fait fini, la gestion de la pression peut-être, 2 doubles fautes dans le time-break et ici pour donner le set. Beaucoup de regards à son clan, il faut réussir à moduler son jeu un petit peu plus, comprendre le momentum, ça parfois il a du mal, réussir à mieux protéger son service, même si ce sera je pense toujours difficile par rapport à sa taille, 1m83, 1m80, 1m83, on n'est pas sûr. Un autre point, moi, qui me chagrine un petit peu, c'est que ce sera peut-être le premier champion de l'histoire du tennis assisté par un coach. Parce que le coaching est désormais autorisé depuis le 11 juillet, et là, parfois c'est un petit peu trop. Juan Carlos Ferrero qui lui dit les zones sur lesquelles servir, ce qu'il doit faire. C'est trop spécifique. Pour moi, ça diminue un tout petit peu les mérites d'Alcaraz et j'aime pas que le tennis parte dans cette direction. Pour moi, c'est le joueur qui doit trouver des solutions par lui-même. Si le match a été spectaculaire par instant, il a été un peu décousu, grosse baisse de régime de Tiafoe dans la deuxième manche et surtout dans la troisième manche. Au début du quatrième set, on va avoir break des breaks pour Carlos Alcaraz qui a 2 fois le break dans le quatrième set, qui va finir par perdre cette manche alors qu'il a eu une balle de match. Et là, on revoit une séquence typique où il va réussir à briser les forces principale de Frances Tiafoe avec sa couverture de terrain. La balle de match, justement, c'est ici que ça se passe, très spectaculaire, une contre-amortie de Frances Tiafoe ici, alors que Alcaraz est dans la zone, mais il va avoir le courage, le toupet de la réaliser. Tiafoe qui a régalé comme à son habitude, et moi ça me fait plaisir de le voir à ce niveau-là. C'est un joueur qui avait tendance à se disperser un petit peu, là il a réussi à mettre vraiment tous les éléments en place sur ce tournoi, de la concentration, un jeu qui est énorme à regarder, vraiment c'est un joueur qui est porté vers l'avant, qui a une sublime main à la volée, qui est capable d'envoyer des pancartes également au service, en coup droit, également en revers, donc il est assez complet, il a ses petits pas d'ajustement, son footwork est totalement phénoménal, donc je suis très très content pour lui que ça ait cliqué. Alors là la marche était un tout petit peu trop haute et il a eu du mal à rester dense sur l'ensemble de cette demi-finale, et surtout il a pas servi à un niveau suffisant pour remporter cette partie. On a une double faute dans cette séquence, il va donner le break blanc à Carlos Alcaraz, on a 47% de première balle sur l'ensemble de la rencontre.
Il est à 33% dans la 5e set, 30% misérable dans la 3e manche. Donc c'est ce qui lui a fait défaut, hein. Il va falloir progresser dans cette constance, dans ce pourcentage de première balle, parce que sinon on a le full package, on espère le revoir très vite, le français. Place désormais à mon pronostic pour la finale entre Ruud et Alcaraz à l'US Open. 3 clés de compréhension pour bien anticiper ce qui va se passer sur cette partie. Vous connaissez hein, le pif légendaire ici, les pronostics sont toujours exceptionnels. Trêve de galéjade, première clé importante, la gestion émotionnelle. Est-ce que Carlos Alcaraz est prêt émotionnellement à son âge, à 19 ans, de devenir potentiellement numéro 1 mondial, remporter un premier majeur? Je pense qu'il y a un léger avantage pour Casper Ruud qui me semble plus préparé, qui a l'expérience de la finale à Roland-Garros contre Rafael Nadal. Donc ça penche, à mon sens, un tout petit peu du côté de Casper Ruud. La deuxième clé, on va s'inspirer de ce qui s'est passé entre les deux hommes à Miami. Hein. Rappelez-vous, Ruud avait fait un top départ très agressif et justement, ça va être ça. Ça va être l'exploitation de la deuxième balle adverse. Qui va réussir à prendre l'échange à son compte? Est-ce que Ruud va réussir à organiser le jeu avec son coup droit? Ce sont deux deuxièmes balles qui sont pas très performantes des deux côtés. Donc ça, clairement, ça va être un point essentiel, je pense. Et le troisième point d'importance, c'est le physique. La question pour Carlos Alcaraz qui a enchaîné 3 rencontres épiques en 5 manches. Est-ce qu'il va avoir les ressources physiques pour repartir au combat si le match est dense, âpre? Alors mon pronostic, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais mettre un 52-48 pour Casper Ruud. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. On se retrouve lundi midi pour en parler. Ciao.